Donc voilà, bonsoir à tous, pardon. Bienvenue sur ce nouveau live de Météo Tropicale, c'est le 12e il me semble. Donc ce soir on va parler de plusieurs choses. Bon, la chose la plus importante bien sûr, c'est la dépression 18 qui vient d'être... enfin c'est l'invest 98L qui vient d'être classé en dépression il y a quelques heures. Donc c'est ce qui va prendre bien entendu une grosse partie du live de ce soir, puisque je vais essayer de vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de l'évolution de ce système. Qu'est-ce qu'il représente comme menace et où on en est en fait de sa prévision. Mais je vais commencer parce que je le fais souvent et là aujourd'hui ça se justifie encore plus. Je vais prendre quelques minutes pour vous reparler encore et encore. Alors je sais que je vais en fatiguer certains parce que je suis assez répétitif sur le sujet, mais c'est important, il faut revenir aux fondamentaux. C'est la manière dont vous devez aborder les publications que vous croisez sur les réseaux sociaux à propos de ces systèmes. Beaucoup d'entre vous le savent, hein, mais il y a toujours, là par exemple, il y a presque 300 personnes sur le chat, donc il y a du monde quand même. Donc j'imagine que certains sont, ont été un petit peu, comment dire, se sont laissés un petit peu avoir aujourd'hui et hier par des publications sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est de jamais faire confiance à une publication comme ça, à une image sur laquelle il n'y a aucune explication. S'il n'y a pas d'explication, c'est que la personne qui publie l'image ne sait pas ce qu'elle publie et que donc vous ne devez pas en tenir compte en fait. Aussi simple que ça. Même si ça peut être vrai, il n'empêche que s'il n'y a pas d'explication, ça n'a pas d'utilité et vous ne devez pas trop vous en préoccuper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le type de publication dont je parle, bien sûr, tout le monde le sait, ce sont les sorties de modèles, vous savez, à plusieurs jours, qui vous disent, attention, un cyclone de catégorie 4 ou 5 va passer sur les îles du Nord. Donc à propos de ces sorties de modèles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 5 jours, ils n'ont quasi aucune pertinence. Au-delà de 5 jours, c'est plus de la voyance que de la prévision météo. Pour les systèmes cycloniques et en zone tropicale, bien sûr, parce qu'en zone tempérée, ils sont très efficaces, y compris à plus de 5 jours. Et enfin, la dernière chose, c'est que ces modèles, ils n'ont d'intérêt que lorsqu'on les regarde dans leur intégralité. C'est-à-dire que si vous prenez un seul modèle et que vous ne le comparez pas aux autres pour essayer de déterminer s'il y a un consensus ou s'il y a une tendance, ça ne vous servira à rien en fait. Je vais vous parler tout à l'heure, d'ailleurs je vais commencer à parler de 98L à travers, de 18L pardon, à travers ça. Mais par exemple, hier, il a circulé sur les réseaux sociaux, on me l'a envoyé au moins 20 fois en messagerie privée, une sortie du modèle européen ECMWF sur la sortie de midi, je crois, hier, qui faisait passer cette dépression en plein sur les îles du Nord en catégorie 2 ou 3. Ok, c'est une sortie de modèle, le modèle euro est un modèle normalement pertinent, mais c'est une sortie à 9 jours. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis surtout, cette sortie à 9 jours, elle n'est pas confirmée par tous les autres modèles. C'est-à-dire, le GFS n'était pas sur cette vision-là, et les autres modèles globaux ne suivaient pas non plus là-dessus. Bien sûr, ce qui devait se passer, s'est passé, c'est qu'à midi aujourd'hui, la prévision a changé. Et c'est-à-dire que le modèle européen fait désormais passer ce système au nord de l'Arc-en-Ciel, à 200 km au nord. Donc vous voyez que toute cette agitation qu'il y a eu hier, cet affolement qui s'est créé et tout, n'a pas de sens en fait, parce que tout le monde s'est agité, s'est affolé sur une information qui n'existe pas. Elle n'existe que parce qu'il y a un modèle mathématique et numérique qui a fait une sortie isolée, parce qu'à ce moment-là, il pensait ça. Mais si tous les autres pensent différemment et qu'on est trop loin de l'échéance, bah, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il fallait que je revienne encore une fois dessus, parce que c'est problématique. Alors, ce qui est encore plus problématique sur ces posts d'hier, c'est qu'il y a une nouveauté que je suis plus sur Facebook, hein, vous le savez, sauf pour poster 2-3 petits trucs comme ça une fois de temps en temps sur le groupe. Mais j'ai vu que ce post Facebook, par exemple, donc la seule explication qu'il y avait à l'image de la prévision, c'était attention, risque sur les îles du Nord, d'une catégorie sur les îles du Nord, préparez-vous et soutenez-moi sur Tipeee. Enfin, bah non. Enfin, c'est pas ça le truc.
C'est-à-dire, ok, on a les gens qui vont faire du travail. Enfin, moi, j'ai le site internet aujourd'hui Météo Tropical qui est affiché à l'écran. C'est 3 serveurs qui travaillent 24 sur 24, 3 serveurs dédiés, qui traitent des données en temps réel, qui créent des textes, qui publient, qui font. Il y a un vrai travail derrière. Donc, c'est vrai que je demande de soutenir parce que le coût aujourd'hui de ce site pour moi, c'est environ 350 euros par mois. D'accord, entre les serveurs, les abonnements à divers fournisseurs de données. Enfin, voilà, il y a différentes choses. Donc, il y a un vrai travail qui est en face. Mais le gars qui se contente de partager une sortie de modèle sur les réseaux sociaux et qui demande d'être soutenu pour faire ça, excusez-moi, mais c'est proche de l'escroquerie en fait. Donc ça me fatigue vraiment et ça m'énerve vraiment parce que c'est prendre les gens pour des imbéciles, c'est générer de la peur pour faire de l'argent dessus. Et alors ça, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une merde infâme en fait parce que on crée de la frayeur et de la peur et de l'inquiétude et du stress chez des gens qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont suffisamment de raisons d'être stressés en ce moment pour plein d'autres choses. Et alors on génère de la peur et pour justifier cette génération de peur on demande d'être soutenu financièrement. Alors ça c'est pas possible quoi. Donc voilà, c'était le petit truc que je fais de manière régulière, mais il faut toujours remettre une couche parce que c'est hyper important. Ne partagez pas ces informations-là. Si elles ne sont pas expliquées, si elles ne viennent pas d'un site reconnu, alors bien sûr, quand c'est un système cyclone partagé, il n'y a aucun problème. Je ne parle même pas de Météo France, de la préfecture ou du NHC, on est bien d'accord. Mais quand c'est des publications qui viennent de sites qui ont de l'expérience, qui sont là depuis des années sur les réseaux sociaux, qui ont fait preuve de leur qualité, de leur réserve, de leur capacité à ne pas effrayer les gens inutilement, partagez, bien entendu. Mais tous ces gens-là qui sont apparus et qui sortent de terre comme des champignons vénéneux à la mauvaise saison, enfin, il ne faut pas les partager, parce que plus on les partage et plus on les suit, et plus on leur donne de la crédibilité. Vous comprenez bien que quelqu'un qui raconte que des conneries et qui fait ce genre de choses, mais qui arrive à se retrouver avec 15 000 personnes qui le suivent, ces 15 000 personnes lui donnent de la crédibilité, en fait. Donc ça, il faut éviter. Voilà. Donc, alors, il ne s'agit pas de faire un signalement, c'est pas le truc, on n'est pas là pour... il ne s'agit pas de faire de la dénonciation et tout, il s'agit juste d'ignorer en fait, de ne pas les suivre et de ne pas les partager. Voilà. Il y a aujourd'hui une dizaine, peut-être grand max de sources fiables sur les réseaux sociaux qui donnent de l'information fiable, qui donnent de l'information sourcée, qui amènent de la valeur ajoutée à l'information. C'est ça qui est important, hein, c'est-à-dire que publier une sortie de modèle, si on explique ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte comme histoire, quelle est la pertinence de cette prévision, est-ce qu'elle est à long terme, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle n'est pas... Il y a de la valeur ajoutée, il n'y a aucun problème, aucun souci, partagez, suivez, soutenez, aucun problème. Mais voilà, tous ces gens qui voient là-dedans un moyen de se faire de l'argent facile sur le dos des gens qui ont peur, on arrête de les suivre parce que ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, donc c'était un petit peu l'introduction que je voulais faire et donc vous parler de ça. Donc maintenant on va commencer à parler des choses sérieuses. Bon, ce que j'ai dit avant était sérieux, hein, bien entendu, mais des choses qui vous importent, on va dire, un petit peu plus, à savoir notre nouvelle dépression 18, qui vient d'être nommée tout à l'heure à 21h UTC par le NHC, qui vient d'être classée, pardon, qui est la suite logique et attendue de l'Invest 98L, dont je parle depuis 2 jours à peu près, un peu plus même, hein, j'en parle depuis qu'il est... bien au sud du Cap-Vert, mais depuis 2 jours j'ai un petit peu augmenté ma fréquence de poste dessus. Et donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, le pourquoi du comment, pourquoi il y a ces incertitudes de trajectoire notamment entre les divers modèles, pour que vous essayiez d'assimiler un petit peu les raisons de tout ça. Donc on va faire comme je fais toujours dans les lives, c'est-à-dire on va commencer dans l'ordre, on va partir du NHC, alors pardon, c'est pas exactement où je voulais aller. On va revenir sur la bonne page. Voilà. 18, il est là. Et non, il est là, pardon. Décidément, ça ne veut pas. Voilà. Donc le NHC. Alors, juste un petit truc. Le NHC la met sur 10 et quelques nord.
On a l'impression quand même sur les dernières images satellites que le vortex est un tout petit peu plus au nord, autour de 11, 11 et demi. Alors, ça n'a pas d'importance sur ce système-là, je vais vous expliquer pourquoi après, parce que en fait, la trajectoire, quel que soit le point de départ, la trajectoire va être à peu près la même, et je vais vous expliquer pourquoi. On est dans une situation assez particulière. Mais en temps normal, lorsqu'on n'a pas de problème de pression en haute altitude qui peut contrarier le déplacement, c'est important parce que 1 degré ou 1 degré et demi ici, ça peut passer sur les îles du Nord ou passer un petit peu au nord. C'est pas le cas cette fois-ci, mais d'habitude, le bon positionnement du système est important. Alors, comment ils positionnent le système? C'est facile, ils utilisent un outil satellite qui s'appelle un scatéromètre, en fait, qui analyse le vent de surface, et donc ils déterminent la position en fonction du vortex qui est affiché par ces systèmes-là. Cependant, quand on est en phase de classement d'un système en cyclone, c'est-à-dire comme là en dépression, le cyclone, ça indique que les vents sont fermés autour du centre dépressionnaire. On a souvent un petit moment de battement entre l'ancienne estimation du centre, alors que le vent n'était pas fermé, qui peut être allongé par exemple, vers le nord ou est-ouest, et le moment où le centre apparaît de manière assez claire sur ces images-là, et où on va pouvoir le positionner de manière un petit peu plus certaine. Donc je pense que d'ici demain, on va avoir des relevés ASCAT qui vont être un petit peu plus précis, et qui permettront d'avoir la position précise de ce système. Donc en dehors de ça, on voit que en fait, notre dépression, elle est dans un environnement très favorable. Hein. Elle a de l'eau chaude, pas excessivement chaude, mais à 28 degrés. Il y a très très peu de sable sur sa trajectoire et il n'y a pas de cisaillement. Donc si on regarde la même image sur le site... sur ce site universitaire, si je vous affiche l'air sec, vous voyez, la dépression est ici, donc elle a quand même de l'environnement assez sec. Alors il y a des petites touches, bien sûr, d'air sec et de sable qui traînent, mais en tout cas pas de quoi contrarier son développement. Et si on affiche le cisaillement, là vous voyez, elle est ici, elle est dans une zone de vert absolu. Donc il n'y a pas de cisaillement à proximité qui contrarie son renforcement et son développement en cisaillant le sommet des nuages. Donc voilà, donc l'environnement est favorable à un développement. Alors il est favorable à la limite près que si on vient voir les températures de l'eau, d'accord, on voit que elle est dans une zone là qui est autour de 29 à peu près, et elle va rentrer petit à petit dans une zone et rester dans une zone à 28. Alors c'est chaud, ça permet de se développer, de se renforcer, mais ça ne permet pas d'avoir un renforcement explosif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre de Yarma où on avait ici déjà une zone à 30 degrés. D'accord c'est pas tout à fait la même situation. Donc il y a de l'énergie, il y a de l'eau chaude, 28 degrés, ça suffit pour faire un ouragan majeur, mais ça suffit pas pour faire une explosion de l'intensité en 24 heures. Quoi. Voilà. Donc là, il va lui falloir un petit peu de temps pour qu'elle trouve son bon rythme. D'ailleurs, on voit... bon, là, elle est notifiée à 30 nœuds. Je pense que la prochaine mise à jour du NHC, on devrait passer en tempête, pardon. Et donc, on devrait voir arriver Sam assez rapidement. Et après, on a quand même 2 jours quasiment en tempête, puis encore une bonne journée en ouragan, une journée, voire 2 journées en ouragan. Et puis, un classement potentiel en catégorie 3 à partir de 5 jours en ouragan majeur. Mais ça reste encore très incertain, on va dire. Hein. On va voir tout à l'heure sur les modèles d'intensité que c'est pas aussi clair que ça. Donc voilà, le NHC, il est à noter quand même que le NHC dans sa prévision, on va regarder de suite ça, se cale plus sur le consensus des modèles du GFS et des autres modèles globaux que du modèle européen. Donc on va passer maintenant à cette question-là, puisqu'elle a agité quand même pas mal les réseaux sociaux depuis 2 jours. Donc voilà, donc l'idée c'est que voilà la prévision de l'ensemble GFS, donc c'est ce que j'expliquais la dernière fois, chaque trait représente un des membres du modèle statistique GFS. On voit quand même qu'il y a un vrai consensus pour un passage bien au nord ou à l'est de l'arc antillais. On a 4 membres ou 5 membres qui voient un passage sur l'arc. Mais quand même, tout le reste, on a 30 et quelques membres, hein, donc on a quand même une grosse majorité et un consensus, et une moyenne qui le font passer quand même bien loin de l'arc. On a après
alors on va sauter ça, on va venir, donc on a les modèles soit spécialisés en tracking, comme le HWRF ou autres, qui eux sont aussi, vous voyez, sur un passage quand même bien à l'est et bien au nord de leur quantillé. Donc il y a un consensus qui est réel. Bien sûr, il s'élargit, mais on voit quand même à 72 heures, à 96 heures, bon, à part les deux qui commencent vraiment à partir encore un petit peu plus au nord, sinon on a un consensus qui reste quand même bien au nord de l'arc antillais. Et puis, entre ces deux-là, on a le modèle européen qui continue à être un petit peu partagé. Alors hier, la même image, elle passait, le tiret noir passait en plein sur les îles du Nord, donc on voit que c'est monté de quasiment 200 km, hein. Donc c'est pas de la rigolade, c'est une vraie tendance. On voit aussi que, bah, bien sûr, plus ça part au nord, plus ça se renforce. Puisque plus ça part au nord, ça veut dire plus c'est fort. C'est pas plus ça se renforce, c'est que plus ça se renforce et plus ça part vers le nord, en fait. D'accord. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi. Tout simplement parce que plus ça se renforce, plus la pression est basse. Et plus la pression est basse, plus elle arrive à repousser les hautes pressions qui sont au nord. Mais on voit quand même que dans cet ensemble de plus de 40 membres, on en a encore un peu moins d'une dizaine qui envisagent un passage sur l'arc. Donc ça nécessite quand même de l'attention. Je ne dis pas que ça va passer au nord très loin de l'arc, du tout. Je dis juste qu'on est encore, vous voyez, un passage une prévision à 180, à 200, ouais, quasiment 200 heures, quoi. Donc c'est encore loin, on est très au-dessus des 120 heures, qui sont les 5 jours, qui sont l'échéance de prévision qui est la plus... qui commence à devenir raisonnable et pertinente, d'accord. Donc c'est encore très très loin, pour l'instant, mais il y a toujours quand même... il n'y a pas un consensus fort, voilà. Il y a un consensus fort sur les modèles de tracking, qui sont d'accord avec le GFS, mais le modèle européen n'est pas d'accord. Donc rien que ça doit nous inciter à la prudence. Mais à noter quand même, la tendance de l'ECMWF depuis 24 heures maintenant, c'est de commencer à remonter au nord la trajectoire, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc on va venir maintenant à la prévision d'intensité. Alors c'est toujours sur 18L, tout simplement sur l'Invest, parce que c'est l'initialisation à 18h UTC, et à 18h UTC, il n'était pas nommé, d'accord. Donc il n'était pas classé en dépression, donc c'est pour ça qu'on est toujours sur celui-là. Alors ce qu'on voit, c'est que à 48 heures, bon, on voit, c'est ce que dit un petit peu le NHC, c'est-à-dire qu'on a une tendance à un renforcement régulier, jusqu'à, on va dire... chez tout le monde à peu près, à part les deux en bas, mais les extrêmes c'est toujours pareil. Sur ce type de schéma, dites-vous que vous éliminez d'office les trois extrêmes là, voilà, ou les quatre si on compte celui-là. Voilà, vous vous contentez de la partie moyenne parce que encore une fois, les sorties isolées qui ne sont pas dans la moyenne de tous les autres, c'est les écarts statistiques, c'est les écarts types et autres. Donc on exclut la plupart du temps les données les plus extrêmes. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que, étonnamment, le NHC voit un renforcement, si on revient donc en ouragan majeur, c'est-à-dire catégorie 3 ou plus, lundi à 2h de l'après-midi. Donc on est mercredi, donc ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc à 5 jours. Donc à 120 heures. Et si on revient sur ce schéma-là, on voit à 120 heures quand même, à part le HWRF, sinon personne n'est en ouragan majeur. Donc ça reste un petit questionnement qui se pose à propos du choix du NHC d'avoir tapé un ouragan majeur à 5 jours. Je ne sais pas ce qui les a déterminés à faire ça. J'ai jeté un petit coup d'œil sur leur modèle favori sur l'intensité qui est le CHIPS, qui confirme un petit peu cette tendance-là, mais c'est quand même loin du consensus. Donc bon, c'est un choix un petit peu particulier. Donc voilà, on a revu un petit peu ces questions-là. Donc maintenant, on va passer au pourquoi cette question de trajectoire, en fait. D'accord ? Puisque c'est un élément qui est important. C'est important de comprendre les raisons pour justement résister au stress des publications qui sont un petit peu extrêmes. Alors, ceux qui me suivent et qui regardent les lives savent que c'est la carte d'analyse de surface, c'est mon outil favori.
d'accord, quand je commence à regarder un système. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On voit que on a deux anticyclones en fait qui sont séparés, qui sont coupés en deux par une dépression, qui est les restes de Odette en fait, hein, d'accord, qui se trouve ici. Et donc on voit que ce système a scindé l'anticyclone en deux zones. Donc on a la zone orientale qui est proche de l'Europe, qui est à 1028, donc pas extrêmement puissante, et on a l'autre moitié qui est proche du Canada et qui de l'Amérique du Nord et qui est aussi à 1028 et qui rayonne, on va dire grosso modo jusque aux Bermudes, voire aux Bahamas, et qu'on a un front juste en dessous qui n'a pas d'importance pour la trajectoire de notre système. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais bon, ça pas, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça n'a pas une importance capitale. Comme autre élément important que l'on a sur cette image-là, c'est la dépression, l'ancienne tempête Peter, qui est ici. La dépression et l'ancienne tempête Rose, qui est ici. Et donc qui repousse quand même les hautes pressions de surface un petit peu vers le nord. Vous voyez qu'on a un isobar à 1012 qui est ici, alors qu'habituellement on est plutôt à 1016 aux alentours de 20 nord. Donc vous voyez que la pression est quand même relativement basse dans cette zone-là. Et en temps normal, on pourrait se poser la question de se dire, bah, alors pourquoi ça remonte pas, pourquoi notre dépression qui est ici ne remonte pas de suite, puisqu'elle n'a pas de contrainte de pression. La dernière fois, sur le dernier live, je vous avais dit que c'est en fait la météo et la pression, ça se regarde en 3D. On a la latitude, la longitude, mais on a aussi l'altitude. Là, cette carte nous donne les niveaux à la surface. D'accord? Donc, il ne nous explique pas ce qui se passe en altitude. Or, c'est ce qui se passe en altitude cette fois qui justifie de la trajectoire. C'est pas fréquent, en fait. Hein. La plupart du temps, ce sont les niveaux de surface qui vont déterminer la trajectoire. Mais cette fois-ci, on a une particularité, c'est qu'on a des niveaux d'altitude qui sont contraignants. Alors, pour ça, on va aller dans les modèles de prévision. On va prendre le CMWF et on va aller jeter un petit coup d'œil d'abord à l'Atlantique tropical et ensuite on va aller voir dans les données dynamiques d'altitude ce qui se passe et on va aller voir à 500 millibars. Alors, ceux qui connaissent un petit peu l'aviation savent que l'altitude c'est une question de pression et donc en météorologie c'est la même chose. On ne parle pas d'altitude, on parle de pression. Donc là, on parle de pression à 500 millibars, ce qui représente à peu près, grosso modo, 5000-5500 mètres d'altitude. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, et on va revenir donc au run de midi d'hier, qui est ici, et on va venir à la prévision qui nous faisait passer notre système voilà, sur l'Arc-en-Tillet ou pas loin. Voilà, on va s'arrêter ici parce que c'est le moment qui est important. Donc là, vous voyez, on n'est plus du tout dans la prévision de surface qui est ici, d'accord? Là, on avait la pression de surface, vous aviez un anticyclone, un deuxième, une dépression au milieu, nos deux dépressions ici et celle que l'on suit ici. Maintenant, si on va un petit peu plus haut, on voit que la situation n'est pas tout à fait la même, d'accord? On a une zone de... Alors, en altitude, on ne parle plus de dépression ou d'anticyclone, on parle d'anomalie de pression, puisqu'on a une pression qui devrait être stabilisée à cette hauteur-là, elle n'est pas stabilisée, donc les écarts à la haute ou à la baisse représentent soit des creux, soit des pics, d'accord? Des crêtes, ce qu'on appelle un ridge en anglais. Donc là, par exemple, vous avez une crête, d'accord, qui est une crête de pression à 500 millibars. Et bien sûr, ici, vous avez un creux de la même manière que là. Celui-là, il correspond directement à la prévision de notre futur SAM. Mais voilà. Et donc, ces écarts de pression à la hausse sont contraignants pour la trajectoire des systèmes, puisque à 5500 mètres, on a quasiment, on commence à arriver sur le haut, le tiers haut des cumulonimbus, d'accord? Donc, si ces zones de basse pression ont une zone de haute pression d'altitude ici, ils ne vont pas pouvoir avancer. Ils vont se retrouver bloqués. Alors, ce qui était intéressant sur cette sortie d'hier à 12h, c'est que on voit que cette crête ici empêche la remontée vers le nord, mais en plus de ça,
on a quand même une anomalie, alors qui n'est pas très importante, mais qui existe de pression ici, qui fait que ça va ralentir légèrement la progression de ce système-là, parce qu'à ce moment-là, il est un petit peu enfermé, vous voyez. Il n'a pas trop d'échappatoire. Vers le nord, c'est pas possible. Vers l'ouest, ça commence à se bloquer un petit peu, et donc on a un ralentissement. C'est ce qui explique que depuis 2 jours, 3 jours, le modèle européen prévoyait un ralentissement assez important de ce système avant d'arriver à la longitude de l'arc. Donc voilà, vous voyez, donc là on a basculé de l'analyse de surface de la pression à l'analyse de la pression en altitude à 500 millibars d'altitude, donc à 5500 mètres. Maintenant, si on regarde, si on compare cette sortie, donc vous voyez, ça explique pourquoi ce système-là, quand il est là, il ne peut pas aller ici. Donc le seul passage qu'il a, vous voyez, c'est par là, quoi. Hein. Surtout si on avance encore un petit peu, vous allez voir. Bon, alors là après, c'est le problème, c'est les artefacts en fait de prévision, c'est-à-dire que une fois qu'on avance, il se renforce beaucoup, d'accord. Donc forcément, il repousse là, il peut continuer à avancer ici, mais vous voyez, il peut toujours pas remonter en fait. Et donc ça continue. Si on continue à avancer, vous voyez, il a toujours cette espèce de crête au-dessus de la tête, là, c'est pas un Iroquois du tout, mais c'est cette crête de pression là qui l'empêche vraiment de remonter et qui le faisait prévoir de passer sur les îles du Nord. On voit que c'est la prévision d'hier à midi, d'accord. Si je recule un tout petit peu et que je reviens ici, on va passer sur le GFS maintenant, sur la même image, et vous allez voir pourquoi le GFS n'avait pas la même réaction. C'est-à-dire, vous voyez déjà la crête qui était ici, elle est beaucoup moins haute. D'accord. On a un delta de pression qui est moins élevé. Si je reviens sur le CMWF, vous voyez, la crête est plus élevée, et alors que sur le GFS, il y a moins de contraintes en fait de la pression, et surtout vous voyez qu'on a une route en fait qui s'est déjà ouverte un petit peu entre les îles et cette zone d'altitude avec la crête de pression. Donc vous voyez qu'il y a un passage ici en fait. Et si on continue et que l'on fait avancer le run, eh ben voilà, vous voyez, on voit quand même que cette crête est repoussée plus au nord et reste un petit peu plus faible que la prévision de l'ECMWF. Ce qui fait qu'on a maintenant un boulevard ici, et c'est ce que fait le GFS, vous voyez, il fait passer ça très au large de l'arc antillais. Donc voilà, c'est pour vous expliquer la différence d'approche entre les deux modèles en fait. C'est juste qu'ils ne voient pas la même chose en altitude. Ils voient à peu près la même chose au niveau de la surface, mais ils ne voient pas la même chose au niveau de l'altitude. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder le dernier run. D'accord. Alors on va revenir à l'ECMWF et on va prendre cette fois-ci le run d'aujourd'hui à 12h. D'accord. Voilà, donc au même moment. Et on voit que on a moins que la crête ici est moins forte en fait. D'accord. Et que on n'avait pas ça tout à l'heure sur l'autre, c'est-à-dire si je viens sur le run précédent, voilà, vous voyez, la crête est plus élevée, et surtout, il n'y a pas de place pour passer ici, alors que sur le run de midi, là, c'est plus le cas. Vous voyez, un couloir est en train de s'ouvrir, en fait, pour permettre le passage de notre dépression au nord des îles, au nord de l'arc. Et si on avance d'ailleurs un tout petit peu, c'est ce qui se passe. Vous voyez, cette fois-ci, par rapport au run précédent, où c'était en plein sur les îles du Nord, cette fois-ci, ça passe au nord des îles du Nord. Donc vous voyez bien que le run que tout le monde a pris comme base hier sur les réseaux sociaux, c'était un run qui n'avait aucune pertinence, parce qu'on était à 10 jours, et qu'à 10 jours, les modèles ont beaucoup de mal à prévoir cette situation-là. Et que à ce moment-là, on est obligé de s'appuyer sur un consensus. S'il n'existe pas de consensus, une sortie isolée n'a aucune forme d'intérêt et aucune forme de pertinence. Donc, oui, les restes de Odette, ouais, je sais, mais bon, en fait, le truc, c'est que les Américains appellent ça la rémanence. Alors moi, je trouve que c'est un peu chiant d'appeler ça la rémanence, donc j'appelle ça les restes, en fait. Ouais, je suis d'accord que dans un autre contexte, c'est un peu tendu. Mais bon, il y a rien de sous-entendu dans ce que je dis là-dessus. Donc voilà, vous voyez bien que c'est pas aussi évident que ça, et qu'à 8 jours, 9 jours, 10 jours, il y a tellement de variables et de paramètres qui peuvent influer sur ce genre de système et sur leur trajectoire essentiellement, que une sortie de modèle unique et isolée à 10 jours n'a aucune forme d'intérêt. Donc, quand c'est comme ça, passez à autre chose.
quittez le truc, le groupe qui vous l'a présenté ou la page, et allez vaquer à vos occupations, et ne commencez pas à rentrer toutes vos affaires sur vos terrasses et tout. Vous aurez peut-être à le faire quelques jours après. Alors bien sûr, hein, je ne dis pas que ces postes et que ces prévisions catastrophiques ou voire cataclysmiques ne vont pas avoir lieu. C'est pas ce que je dis. C'est juste que je dis que personne ne le sait en fait. Et que celui qui va tomber juste en se servant de cette sortie de modèle, il peut jouer au loto. En fait, il a à peu près autant de chances de gagner au loto. C'est ça, en fait. Et celui qui a gagné au loto, c'est pas un scientifique. Il n'a pas fait parce qu'il a été meilleur que les autres. Il a gagné parce qu'il a eu de la chance. D'accord ? On est bien d'accord. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que aujourd'hui on a un système qui est encore loin. Si on revient sur la carte là, vous voyez, il est sur 35 nord, quoi. Même pas, il est sur 34 ouest. Donc il est loin de nous, il est loin. 10 degrés, c'est à peu près 1000 km, d'accord ? Donc il a encore 3000 km à faire pour nous arriver dessus. Bon, on se calme, d'accord. Voilà, les prévisions. D'ailleurs, regardez bien, le NHC, il ne s'amuse pas à dire où ça va passer ici, hein, parce qu'eux, ils savent très bien qu'à 5 jours, au-delà de 5 jours, ça n'a aucune forme d'intérêt. Donc, ils n'affichent absolument rien. Donc, le principe, c'est celui-là. C'est de dire, on est loin, donc il y a encore beaucoup de paramètres que les modèles ne maîtrisent pas. Donc, on regarde, ça n'empêche pas de regarder. Hein. Moi, je regarde toujours les sorties, mais même je regarde les sorties à 16 jours. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez le faire, à condition que vous compreniez que c'est de la prospective, quoi. Voilà. C'est le gars qui part avec son panier pour aller chercher de l'or dans une rivière. Il n'a aucune certitude qu'il va en trouver. Et il a même beaucoup plus de chances de ne pas en trouver que d'en trouver. Donc vous pouvez vous informer, si vous êtes passionné, que ça vous intéresse, allez voir les sorties de modèles, c'est pas un problème. Mais prenez-les pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire pas pertinentes. Voilà. Jusqu'à 48 heures, c'est très pertinent. Le taux de réussite, c'est 99% quasiment. Jusqu'à 5 jours, ça peut être entre 80 et 90. Donc c'est très très bon. Au-delà de 5, entre 5 et 10, ça descend à, allez, on va dire au mieux à 50, à 5, 6, et ça descend à 20, 30, à 10. Et au-delà de 10, c'est 10% de taux de réussite sur les prévisions. Donc voilà. Donc voilà l'explication de la raison de la trajectoire. Pour ce qui est de l'intensité, je vous l'ai dit, c'est une question d'environnement, d'accord ? On est là. Si on avait une trajectoire plus tendue vers l'ouest, d'accord ? C'est-à-dire que la crête de haute pression qui est au nord était plus au sud que ça, c'est-à-dire aux alentours de 20 nord à peu près, on aurait eu une trajectoire très tendue, et là, il y avait un gros risque. Parce que là, pour le coup, on avait un système qui se retrouvait ici dans de l'eau à 29-30, qui aurait été coincé par une crête d'altitude, et qui là pouvait venir taper autour de la Martinique ou autre, en catégorie 4 ou catégorie 5, avec un renforcement explosif les derniers jours. Donc là, il y aurait eu... Donc vous voyez que ça ne tient pas à grand-chose en fait. Hein. Il aurait suffi que cette crête d'altitude ici soit... si on revient donc hier et qu'on revient un petit peu plus tôt, ici, vous voyez qu'elle soit plus au sud et un petit peu plus forte, pour que ce système, au lieu de continuer à avancer comme ça, avance vraiment plein ouest. Et là, pour le coup, il rentre dans de l'eau beaucoup plus chaude, il n'a toujours pas de cisaillement, il n'a toujours pas de sable et d'air sec. Et là, il y a gros danger. Mais, coup de bol, notre petite crête de haute pression d'altitude se trouve un petit peu plus au nord et permet une légère remontée ouest-nord-ouest qui va permettre d'éviter de venir taper dans de l'eau plus chaude et donc se renforcer de manière trop importante. Voilà, donc vous voyez, la question de la prévision, qu'elle soit de trajectoire ou qu'elle soit d'intensité, ça répond à des éléments factuels. Alors, c'est des éléments de prévision pour certains, mais il n'empêche que les choses ont une raison, d'accord ? Et que c'est ça la science. Et ce qui m'intéresse moi, c'est de vous expliquer la science et de la vulgariser, de vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Mais ceux qui se contentent de publier juste une sortie, ils ne font pas de la science, d'accord ? Voilà, ça ne les intéresse pas. La science ne les intéresse pas, et la réalité ne les intéresse pas, et la pertinence du propos ne les intéresse pas. Donc suivez les gens, tous les gens qui vont vous faire, vous parler de science, vous donner des explications, vous raconter ce qui se passe.
Mais ceux qui se contentent de vous donner juste des trucs comme ça, fuyez-les comme la peste. Voilà. Alors, on va faire un petit tour sur le chat pour essayer de voir ça. Alors, juste avant, je voulais juste faire une petite aparté de quelques secondes parce que je vous ai dit tout à l'heure que la gestion de ce site était relativement lourde. Hein. Aujourd'hui, c'est 3 serveurs qui s'occupent de gérer ça. Il y en a un qui s'occupe de télécharger toutes les données en permanence. C'est-à-dire que j'ai un serveur, il télécharge environ 5 Tera de données tous les jours sur les serveurs de la NOAA, du NHC et des différents fournisseurs d'informations, y compris Météo France. Et donc voilà, donc j'ai un autre serveur qui traite ces données, donc qui crée toute cette information-là que vous voyez ici, ces affichages, parce que ce texte-là, il est créé, généré de manière automatique par le serveur en fonction de ces données, de la même manière que ce que vous avez sur la page d'accueil, d'accord? Si on revient sur la page d'accueil, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, ces données ici sont gérées par là, et y compris les données d'analyse des conditions de développement. Vous voyez, le serveur, il va analyser les cartes satellites, les images satellites et les sorties des modèles pour vous donner de l'information automatiquement sur les conditions. Vous voyez, le sable et l'air sec, les températures, le cisaillement. Donc voilà, donc il y a un deuxième serveur qui fait ça, et il y a un troisième serveur qui est là pour servir les pages web qui vont être lues par les gens. Donc je fais cette petite aparté parce que je voulais remercier, mais vraiment de manière très importante, les gens qui de manière assez régulière soutiennent le site. Alors c'est pas un appel aux dons, hein. Il n'y en a pas besoin, le système marche très bien, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, d'accord. Je ne fais pas un appel aux dons du tout. Juste il y est, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui, depuis pas mal de temps, m'ont indiqué qu'ils voulaient pouvoir participer au développement de ce site-là. Donc, écoutez, c'est sympa, donc j'ai permis de le faire. Mais je voudrais les remercier, parce que je ne peux pas le faire remercier par mail, parce que c'est des fois des petits montants, et puis il y en a pas mal, plusieurs fois 5 euros dans la semaine et tout, donc c'est avec le boulot et tout ce que je fais déjà, c'est un petit peu compliqué. Et alors ils reçoivent un mail automatisé de remerciement, mais je voulais le faire là pour ceux qui me suivent et qui m'écoutent, et leur dire vraiment un grand merci, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire ces développements depuis 1 an de ce site-là, et c'est pas fini, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Alors, il y a un système de répondeur sur WhatsApp qui était prévu pour arriver ces prochaines semaines. Mais je pense que je vais le mettre en route là, en début de saison prochaine. Pour une raison simple, c'est que le temps qu'il soit prêt, on sera en fin de saison, donc ça ne sera pas pertinent de le mettre en route. Et je préfère avancer encore un petit peu plus pour qu'il soit encore plus performant, plus élaboré, qu'il réponde mieux aux questions. Notamment, chaque fois, ça paraît pas, mais créer des phrases comme ça, c'est compliqué de coder. Et donc, quand il s'agit de répondre à des questions, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut que le système analyse la question et génère la réponse qui va aller. Donc, et là, on n'a pas un dictionnaire, hein, c'est-à-dire, il fait ses réponses en fonction des données qu'il a en stock. Donc voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et donc, les autres choses qui vont arriver, c'est que pour l'instant, j'utilise les données des satellites, les données déjà créées par la NOAA. D'accord. Et ça va changer dans le sens où maintenant je suis en train de commencer à récupérer les données brutes d'analyse satellite. C'est-à-dire ce sont des données compressées sous des fichiers NetCDF pour les informaticiens qui connaissent. Et donc ces données-là, je vais les transformer en cartographie satellite. C'est-à-dire au lieu d'afficher les images de la NOAA, je vais afficher mes propres images qui vont être créées sur le serveur. Voilà. C'est-à-dire que grosso modo à partir de ce moment-là, je ne dépends plus d'aucun service de création d'images, puisque tout le serveur va créer toutes ses propres images en temps réel. Donc ce qui va être intéressant notamment, c'est que, vous voyez, cette cartographie, par exemple, elle ne correspond pas à ce que je voudrais faire, elle n'est pas assez étendue. Donc là, par exemple, je pourrais afficher mes propres images satellites sur la cartographie. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que les petits dons qui sont faits de temps en temps, c'est sympa, et ça permet d'ajouter des serveurs, et donc d'ajouter de la capacité de calcul pour ajouter des fonctionnalités au site. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais revenir un peu sur le chat, et je vais faire ce que je fais de manière systématique, c'est répondre un petit peu à vos questions. Alors donc si vous en avez à poser, c'est le moment, allez-y, et je vais passer dessus au fur et à mesure.
Donc voilà, bon, les fausses infos, on va pas revenir, hein, on est d'accord. J'insiste dessus, mais c'est important parce que il y a des gens qui sont stressés de nature et que ça sert à rien de les rendre encore plus stressés que ce qu'ils sont. Je trouve que c'est même vraiment très désagréable. Faut mettre les cons sur orbite, ouais, mais là le problème c'est qu'après, moi je suis un astrophotographe et que ça va. Déjà les satellites commencent à m'emmerder sérieusement. Alors si en plus il y a des cons qui brillent au milieu, ça va devenir vraiment problématique. Vérifier ses sources, ben, bien entendu, ça vaut pour ça comme pour tout le reste. Ben oui, je trouve que dans ce domaine, sur Twitter, ben, Twitter est un réseau social qui est un peu plus geek, entre guillemets, d'accord. C'est-à-dire que Facebook est un petit peu plus grand public et Twitter est un petit peu plus geek. Donc forcément, plus on a de geeks et plus on a des gens qui sont un petit peu attachés à la méthode scientifique. Et voilà, après, il continue à sur Twitter aussi des gens qui racontent n'importe quoi, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, ils sont un peu moins visibles et mis en avant. Voilà, alors continuons. Les restes de Odette, oui, bon, je vous ai expliqué. Covid plus cyclone serait l'année pourrie. Oui, oui, bien sûr, bah, c'est ce que je dis, quoi. Donc il y a déjà assez de raisons de se faire de soucis, d'être stressé, on est confiné, enfin voilà, tout est compliqué. Si en plus on doit se prendre un cyclone sur la tronche, ça sera pas sympa. Mais si en plus on doit s'inquiéter pour un cyclone qui ne passera pas, enfin vous comprenez bien que c'est vraiment relou, quoi. Les rediffusions des lives sont toujours postées sur YouTube, absolument. Là, dans une grosse heure à peu près, le replay sera disponible sur YouTube. Pourquoi les pressions des anticyclones sont si basses cette année? Alors c'est conjoncturel, hein, vraiment. C'est-à-dire que là, alors là c'est bas tout simplement parce qu'on a une dépression qui est au milieu et qui donc a affaibli l'anticyclone qui était assez large ici et qui était à 1030 et quelques. Et comme elle a affaibli, elle a créé deux zones anticycloniques plus faibles, qui sont chacune à 1028. Tout simplement, voilà, c'est ce que j'explique chaque fois, c'est un combat, les pressions, hein, elles s'affrontent, et que donc quand des basses pressions s'approchent des hautes pressions, bah, les hautes pressions diminuent légèrement. Est-ce que ce pas grand-chose peut évoluer défavorablement dans les jours qui arrivent? Alors oui, forcément. Ce que je dis dans un sens, ça vaut forcément dans l'autre, bien entendu. C'est-à-dire que la prévision de l'ECMWF d'hier, celle-ci, elle a changé, d'accord. Si on vient à aujourd'hui, ben on voit qu'elle elle est plus favorable, pardon, voilà, non, où on est. Pourquoi il ne me donne pas le bon run? Je vais y venir, voilà, il est ici. On voit que ça s'est amélioré, d'accord, mais que ça reste tendanciel, d'accord. C'est pas une affirmation. C'est-à-dire cette évolution de tendance du modèle européen peut s'inverser, et elle peut s'inverser chez tous les autres. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester attentif. C'est-à-dire c'est pas parce que ça va dans le bon sens depuis hier que ça va continuer à aller dans le bon sens obligatoirement dans les 8 prochains jours. On est toujours soumis à une part de risque importante pour ce système-là. Il faut en avoir conscience. Il ne s'agit pas de commencer à clouer des planches sur ces fenêtres parce que ce n'est pas encore le moment. Mais on peut quand même aussi. Il ne s'agit pas d'être stressé, inquiet et paranoïaque, mais il ne s'agit pas d'être bisounours de l'autre côté non plus. Il faut être entre les deux, d'accord. Ça ne sert à rien d'être extrémiste dans un sens comme dans l'autre. Je veux dire, ça vaut pour tout d'ailleurs. Ça vaut pour tout ce qu'on vit en ce moment. De manière générale, les positions extrémistes aident pas parce que d'abord, elles divisent énormément la société et les gens et que ensuite elles sont basées sur des visions trop extrêmes on voit, on a beaucoup misé sur la vaccination, elle est efficace, mais on voit quand même que c'est pas aussi efficace que ce qu'on pensait il y a 6 mois. Donc voilà, donc la position extrémiste, quelle qu'elle soit, elle est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace, ça veut dire qu'il est un peu moins efficace que ce qu'on avait vu, que ce qu'on avait pensé. C'est pareil pour ça. On se dit, ben voilà, là ça va passer, peut-être que ça va passer un tout petit peu plus près. On n'en sait rien en fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui on n'en sait rien. On parle d'à 8 jours, donc on n'en sait rien. On voit des tendances. Ces tendances-là sont favorables aujourd'hui, on en profite, on va boire un coup, on fait ça, et puis demain si ça doit s'aggraver, on sera toujours temps de s'inquiéter. Un petit peu plus, mais pas de s'affoler, en aucun cas.
Donc là, il ne s'agit ni de s'affoler, ni de dire ok, ça va passer plein nord et on risque rien, et on va faire la fête, et je pars une semaine et je laisse mon bateau au mouillage comme ça parce qu'il ne se passera rien. Voilà. Voilà, ben, la réponse c'est ça, hein, c'est la réponse suivante, sauf qu'à cette échéance ça peut encore bouger, bien entendu. Post-cataclysmique, c'est bien le terme. Ben oui, voilà, c'est exactement ça. C'est que ces postes-là cataclysmiques font beaucoup de mal, en fait, à tout le monde, en fait. Ils font du mal aux gens qui sont stressés, ils font du mal aux gens comme moi qui essaient de faire des choses sérieuses, de vous expliquer les choses. Moi, je fais pas de prévision, hein. Je dis pas ça va passer à tel endroit, tel jour, à telle date. Hein. C'est pas le but. Moi, je vous explique comment les prévisions sont faites et pourquoi il faut les écouter ou pas les écouter. Voilà. Moi, c'est ça que je fais. Je ne fais pas de prévision du tout. Voilà. Pourquoi les trajectoires des systèmes semblent monter nord-ouest et pas traverser l'arc sur les trajectoires ouest, comme durant leur traversée de l'Atlantique? Alors, j'ai expliqué ça la dernière fois. C'est assez simple, en fait. Hein. C'est que on a la Terre étant en rotation sur l'axe nord-sud, d'accord. L'équateur sépare les deux hémisphères. Et donc cette rotation de la Terre génère ce que l'on appelle l'effet Coriolis. Donc c'est l'effet Coriolis, en fait, il génère une circulation dans le sens des aiguilles d'une montre au nord sur l'hémisphère nord et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur l'hémisphère sud. C'est-à-dire que toute particule qui va être en suspension entre 10 et 20 nord, grosso modo, on peut aller même jusqu'à 30, va avoir tendance, si elle n'a pas de contrainte de pression qui l'empêche de se déplacer, ou de vent, va avoir tendance à aller vers sa droite, en fait, puisque la force de Coriolis va faire ça, d'accord? Si on avait un système où on avait notre rotation de la Terre, une pression stable absolument partout, pas de vent et rien, ben en fait, si vous lâchiez un grain de sable ici, ben il tournerait sur lui-même, en fait. Il monterait doucement, mais il tournerait sur lui-même comme ça, un escargot, d'accord? Donc voilà, donc ce qui fait que tous ces systèmes-là, qui ne sont en fait que des assemblages de particules, vont avoir tendance à remonter vers le nord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que leur rotation, en fait, va les amener aussi à remonter vers le nord. C'est-à-dire, plus ils vont être puissants, et plus ils vont amplifier l'effet Coriolis, et plus ils vont avoir tendance à vouloir aller sur leur droite. D'accord? Donc pourquoi ils commencent à traverser au début de la traversée, ils vont vers l'ouest, c'est que d'abord au début de la traversée, ils sont souvent en dessous de 10 nord. Donc l'effet Coriolis a peu d'effet en dessous de 10 nord. Et ensuite, ils n'ont pas de rotation, ce sont des ondes qui sont désorganisées. Et donc en fait, on est plutôt sur des systèmes qui suivent la zik, d'accord, ici. Et donc ils vont traverser et suivre un petit peu cette zone marée barométrique dans laquelle la convection trouve une zone propice à son développement. Par contre, dès qu'ils vont se renforcer, ils vont commencer à tourner sur eux-mêmes, et donc ils vont commencer à avoir tendance déjà par leur rotation à remonter, et donc à aller toucher un petit peu plus d'effet Coriolis un peu plus au nord, et donc à vouloir remonter un petit peu plus au nord. Et c'est là que le combat avec la pression en surface et en altitude va commencer à avoir lieu. Donc on surveille, mais il est encore loin, on espère qu'on sera épargné. Ben ouais, c'est ça en fait. Tout ça pour ça. Ok, comme d'habitude c'est pédagogique. Bah j'essaie, si vous trouvez... Si des fois vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Que ce soit ici ou sur Twitter, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Sur Twitter, des fois je ne réponds pas, n'hésitez pas à insister, parce que j'ai beaucoup de notifications, donc je ne vois pas forcément tout passer. Étape suivante, réceptionner directement les données. Voilà, c'est ça. L'étape suivante, c'est réceptionner. Je les réceptionne déjà. Les NetCDF des satellites GOES, je les réceptionne déjà. Je commence à les traiter. J'ai déjà un script en Python qui commence à traiter ces images-là. Mais ça demande beaucoup d'optimisation parce que c'est très gourmand en termes de capacité de calcul du serveur. Donc il faut que je gagne un petit peu là-dessus. Mais voilà, l'idée c'est de devenir vraiment autonome et de ne plus dépendre des autres sites pour tout ce qui est image du site. Est-ce que tu aimes les cornichons? Non. Je ne vois pas trop ce que ça va avoir, mais non. Donc nous serons certains de la trajectoire samedi. Alors certains, je ne sais pas, mais on aura une vision plus claire en tout cas. Oui, clairement ce week-end on aura une vision bien plus claire de ce qui nous attend. Là, ce soir, je me sens un peu plus intelligent. Ben, je sais pas, j'espère, pas plus intelligent, mais avec un peu plus de connaissances.
Voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est ça. C'est d'essayer d'acquérir de la connaissance à travers l'échange, et c'est ce que je trouve intéressant dans tout ça. Nous sommes aux Antilles depuis toujours et voir de nouvelles personnes se faire des frayeurs quand ils ne savent pas, je cite, un cyclone extrêmement fort va passer entre le 29 et le 30 septembre. Ben ouais, ben c'est ça quoi. Ça, personne n'en sait rien. C'est de la voyance, c'est pas de la science. Juste pour info, pour avoir ton avis sur ce système qui est estimé pour l'instant passer au large des îles du Nord. Non, vous n'aurez pas mon avis parce que mon avis, il n'a pas d'intérêt en fait. Voilà, pour l'instant, il faut se fier à ce qu'on voit, à ce que nous disent les modèles, au consensus qui se crée et aux tendances. Donc mon avis, j'ai pas d'avis. Ben, j'ai un avis, mais il m'est propre et je le donne en off à mes proches. Qui se reconnaîtront parce que j'imagine que certains m'écoutent, mais avec qui j'ai parlé il y a encore quelques heures. Mais voilà, je ne donne pas publiquement mon avis parce que ça n'a aucun intérêt. C'est mon avis personnel, il ne vaut que pour moi, quoi. Qu'est-ce qui peut faire que la zone de haute pression en altitude peut se renforcer ou pas? Alors là, par contre, on rentre dans des choses beaucoup plus compliquées. C'est en fait la météo. C'est là que la météorologie rejoint le climat, en fait, d'accord? C'est que la météorologie, c'est une prévision et une donnée localisée à court terme, alors que le climat, c'est une donnée globale à long terme. Et donc là, la météorologie rejoint le climat dans le sens où ces évolutions de pression d'altitude ou de surface d'ailleurs sont liées à tout ce qui se passe ailleurs. D'accord? Cet anticyclone-là est directement lié à cette zone de basse pression ici, qui sont elles-mêmes liées à ces zones de haute pression ici, qui sont directement liées à cette zone de basse pression, et on va pouvoir se déplacer autant qu'on veut de l'autre côté. C'est pareil, voilà, cette zone de basse pression et celle-là, elles sont liées directement à cette zone de haute pression, et ainsi de suite, tout autour de la Terre. Donc en fait, il s'agit de déplacement, on est dans ce qu'on appelle la mécanique des fluides à ce moment-là. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'air, c'est un fluide, hein, comme un autre. Et donc, il va se déplacer selon une mécanique en fonction de contraintes qui sont liées à ces états de pression en surface et en altitude, et de température aussi, puisque la température haute va faire remonter de l'air, et donc va modifier légèrement la pression en altitude. Donc il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, il faudrait un live de 10 heures pour que je vous explique le b.a.-ba de tout ça, mais voilà, c'est très complexe, et donc ça c'est difficilement anticipable, aussi bien par les humains que par les modèles, parce que il y aurait beaucoup trop de données vraiment. Alors, il anticipe bien entendu, mais pour le faire de manière très précise, c'est très compliqué. Donc voilà, je vais attendre 48 heures pour gérer les pots de fleurs. Ça me semble être, même on peut attendre encore un petit peu plus. Hein. Voilà, ce n'est pas possible de prévoir à ce stade, juste suivre, voilà, bien sûr. Tac, tac, tac. Désolé, mais je suis arrivé à la fin de l'explication. Voilà, ben, pas de problème. Vous pouvez regarder le replay d'ici 1 heure sur YouTube. Serait-il possible d'avoir plus d'infos après qu'un système soit passé sur les Antilles pour la République dominicaine? Oui, je sais. Je sais que c'est une question récurrente. Je sais que je sais que il y a beaucoup de gens qui me suivent en dehors de l'arc antillais, hein, en République dominicaine, en Haïti, à Cuba. Il y en a en Floride. Il y en a au Texas. J'ai eu des messages privés de quelqu'un au Texas. Donc je sais qu'il y a du monde qui me suit derrière. Alors, la seule problématique, en fait, elle est facile à comprendre, c'est juste que c'est extrêmement chronophage ce que je fais. C'est-à-dire que là, ce live qui va durer autour d'1 heure à peu près, il m'a demandé quasiment 2 heures, 2 heures et demie de préparation. Donc, sur un système comme celui-là, sur lequel je vais faire un live à peu près tous les 2 jours, ça va faire déjà une bonne quinzaine d'heures de travail de préparation pour les faire. Et ensuite, j'ai aussi tout le site, parce que mine de rien, ce site, il tourne, mais il y a des bugs de temps en temps, donc je fais quand même beaucoup de travail de surveillance, de correction et tout, et de développement. Et puis j'ai mon boulot, quoi, j'ai ma vie. Alors ça va, on était confinés, donc les restos étaient fermés, les bars étaient fermés, donc à 19h, j'avais toute la vie, toute la nuit devant moi, enfin pas complètement, parce que j'ai aussi une vie sociale, mais j'avais du temps. L'avantage, c'est que je ne dors pas beaucoup, donc ça me permet de pouvoir faire ça. Mais voilà, il faut que je gère tout en parallèle, c'est-à-dire que j'ai mon boulot, ma vie sociale, le reste, des activités. Donc bon, voilà. Donc je sais, je vais essayer. Alors pas pour celui-là, parce que
il y a de fortes chances qu'il remonte. Donc, sauf s'il vient menacer les Bahamas, par exemple, ou la Floride, j'essaierai de continuer un petit peu à en parler. Mais oui, c'est en effet quelque chose que je vais essayer de faire un petit peu plus. Pour Irma, nous savions 5 jours avant qu'elle nous arrivait dessus. J'ai pas souvenir d'image à 8 jours. Était-il plus bas? Alors, à 8 jours, il y avait déjà une inquiétude sur Irma. Alors, d'abord, Irma a traversé l'Atlantique beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite. A mis 6 jours, 7 jours. Là, on va être sur 10 jours à peu près pour traverser. Donc, c'est très long. C'est ce qui explique qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de différences et autant d'incertitudes sur les modèles, parce qu'on est à 9 jours, 10 jours, c'est une échéance qui est trop longue. D'habitude, les systèmes, ils traversent en 6 jours. Donc on est quasiment dans l'enveloppe d'échéances pertinentes, de prévision. Irma, on a commencé à peu près à voir que... Enfin, moi, j'ai commencé à avoir un problème et à prévenir les gens que je connais très bien dans les îles du Nord à partir de 25-30 ouest à peu près. D'accord? C'est là où j'ai commencé à prévenir certaines personnes, à leur dire, bon, commencez à regarder un petit peu, ça me semble problématique. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce que c'était quelque chose qui était encore très incertain, mais on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Voilà. Cette fameuse crête-là était beaucoup plus puissante, on avait de l'eau beaucoup plus chaude en approche de l'arc. Enfin, il y avait plein de paramètres qui faisaient que c'était quand même bien plus difficile que ce que ça l'est aujourd'hui. Mais il y a quelques similitudes avec Irma, on est obligé de l'accepter, on est obligé de le faire avec, on ne peut pas faire l'autruche et dire non, ça n'existe plus, ça n'arrivera plus. Il y a quelques similitudes. Pour l'instant, il y a quand même des différences, et ces différences font que la possibilité que ça passe au nord demeure. Alors que pour Irma, à ce moment-là, on savait quand même qu'il y avait peu de chances que ça passe au nord. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme question? Tac, tac, tac. Voilà, on est là. Il était remonté peu avant de redescendre sur l'arc. Oui, alors Irma avait en effet suivi une route un petit peu plus au nord, mais on savait. Mais là, c'était pas tant une anomalie de pression d'altitude, mais on savait qu'on avait une dorsale anticyclonique un petit peu comme ça, qui était plus basse, et que donc il y avait un risque que ça redescende. Mais les modèles sur Irma se sont peu trompés dans l'ensemble. Voilà, alors YouTube sera disponible, oui. Effet Coriolis comme dans les supermarchés, c'est pour ça que les produits TV sont toujours à droite. Oui, alors, oui, alors ça c'est autre chose, hein, c'est un problème de biais cognitif. Puisque on lit de gauche à droite, donc on a toujours tendance à tourner la tête vers la droite. Donc voilà pourquoi on met souvent les choses à droite. Alors il y a un autre truc, c'est qu'on dit que l'effet Coriolis fait que les évacuations des toilettes, par exemple, les siphons dans les toilettes ou dans les éviers se font Mais moi j'ai vu dans l'hémisphère sud un siphon se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je suis pas totalement convaincu. Je pense que ça a un effet, mais pas aussi évident que ce qu'on croit. La trajectoire sera déterminée. Oui, je pense que d'ici ce week-end, on y verra assez clair. S'il n'y a qu'un site à retenir, c'est bien le tien. Alors bon, non, franchement, hein, non, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de sites. Vous avez SXM Cyclone qui fonctionne très très bien. Vous avez ouragan.com qui fonctionne très bien. Vous avez bien sûr des sites américains comme Tropical Tidbit par exemple. Il y a beaucoup de sites qui font du bon boulot. Hein, donc voilà. Voilà, donc où habitez-vous? Ben, moi je suis en Martinique, dans le sud de la Martinique. Est-ce que les cyclones s'attirent entre eux? Non. Non. La relation entre plusieurs systèmes est toujours très compliquée. Il peut y avoir de l'attraction, il peut y avoir de l'opposition. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à anticiper, que les modèles ont beaucoup de mal à anticiper. Donc ça fera l'objet d'un live un jour, je vous en parlerai de l'effet Fujigari. Allez-vous faire un live ce week-end? Oui, je vais faire un live. À compter d'aujourd'hui, je vais faire un live tous les 2 jours. Donc il y en aura un vendredi et il y en aura un dimanche, jusqu'à ce qu'on sache qui nous attend. Donc voilà. Merci pour les explications. Donc à quand le prochain point? Ben voilà, vendredi. Hors cyclone, ton avis sur les sargasses, penses-tu va s'amplifier? Peut-il être circonscrit? Bah, les sargasses, on commence à savoir un petit peu quand même, hein, d'où ça vient. Hein, c'est que c'est clairement les rejets dans les fleuves d'engrais, hein, qui les nourrissent. Donc, tant qu'on aura une agriculture débridé comme l'on a aujourd'hui et un élevage débridé comme l'on a aujourd'hui, il y a peu de chances que ça s'arrange.
Donc, ça s'arrangera le jour où on aura une agriculture un petit peu plus respectueuse de l'environnement. Donc pour l'instant, non, je ne suis pas très optimiste. C'est comme pour le climat. On a pris de tellement mauvaises habitudes depuis des décennies que je ne nous vois pas en changer à court terme. Et ça va nous faire vraiment très mal dans les prochaines décennies. Voilà, donc ça devient très savant, on va avoir du mal au crâne. Ouais, alors je sais que de temps en temps je vais un tout petit peu loin en fait. J'essaie de trouver la juste limite entre la vulgarisation pure et puis essayer d'aller un tout petit peu plus loin parce que voilà, là aujourd'hui ça méritait qu'on aille voir un petit peu en altitude ce qui se passait puisque c'est ce qui explique notre problème. Donc voilà, j'essaie de manière générale de ne pas aller dans ces considérations-là, sauf comme aujourd'hui quand elles sont prédominantes sur la situation. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'on a? La Lune a-t-elle une influence sur les systèmes? Alors, je suis très dubitatif sur ce sujet-là. J'ai un ami qui se reconnaîtra de Saint-Martin qui a un avis très tranché sur le sujet. Steph, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras. Mais bon, c'est la Lune a de l'effet, de toute façon on le sait sur la Terre, sur les marées, sur différentes choses. Donc on ne peut pas nier qu'elle va avoir un effet. La question c'est quel est l'effet en fait, d'accord. Quel est son niveau. Sur des systèmes aussi violents que ça, la Lune n'a pas d'effet parce qu'ils ont une telle capacité d'auto-entraînement en fait que l'environnement extérieur n'a quasiment plus d'effet sur eux en fait. Le seul effet qui va commencer à arriver, c'est quand ils vont avoir ou beaucoup moins d'énergie disponible à travers la température de l'eau, et donc ils vont s'affaiblir par manque d'énergie. Mais un système qui resterait là, qui n'avancerait pas dans de l'eau à 30 degrés, il se développerait, il se renforcerait quasiment à l'infini. Enfin non, bien sûr, il y a des limites physiques à ça, mais voilà quoi. Donc, peut-être que dans le développement des ondes, mais on sait quand même d'où ça vient. Hein. On sait que les éléments marquants, c'est la température de l'eau, c'est le cisaillement et c'est l'air sec. C'est ça qui a de l'effet. Que la Lune allait 0,5% d'effet, je le nie pas, mais je pense pas que ça soit beaucoup plus que ça. Pourquoi y a-t-il parfois autant de disparités entre l'euro et le GFS? C'est tout simplement que ils ont des algorithmes assez différents. Le GFS est un modèle très ancien. Le modèle européen est beaucoup plus récent, donc il a bénéficié d'algorithmes beaucoup plus modernes. Alors GFS évolue, hein, on est en la version 16 aujourd'hui, enfin la version 16 est en cours de test, donc il s'améliore bien entendu, il utilise des techniques de plus en plus évoluées et avancées, mais le retard sur le corps, sur le cœur est toujours là, donc, mais ce retard est parfois un avantage. C'est-à-dire qu'il a accumulé aussi tellement d'expérience qu'il arrive parfois à éviter de sombrer dans des erreurs un peu de débutant, entre guillemets, du modèle européen. D'accord. Là, par exemple, j'aurais tendance à faire un peu plus confiance au GFS sur cette situation-là qu'au modèle européen. Mais bon, voilà. Après, on sait qu'à 5 jours, ils commencent à rentrer les deux à peu près sur la même route. Hein. Donc c'est intéressant au-delà de 5 jours, mais à 5 jours, la différence commence à devenir assez limitée. Voilà. Après, il y a d'autres différences, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alimentés tout à fait par les mêmes données. Le GFS bénéficie du volume des données gérées par l'administration météorologique et de l'atmosphère américaine, qui gère notamment, par exemple, toutes les bouées, énormément de choses, qui a un accès à tous les bateaux. Enfin, le GFS a accès à beaucoup plus de données de mesure que le modèle européen. Les Américains, par exemple, sur des cyclones, vont envoyer des avions, ce que ne font pas les Européens. Alors même si les données sont accessibles à tous les autres, il n'empêche qu'elles sont formatées pour être utilisées par le GFS en priorité. D'accord. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui font qu'il y a des disparités. Pourquoi les modèles ne deviennent pas plus performants compte tenu des évolutions technologiques? Tout simplement parce qu'il y a une limite en fait, qui est une limite de contrainte de physique de l'atmosphère, et qu'on ne peut pas tout prévoir, surtout dans ces zones-là qui sont des zones très tendues, qui sont la zone tropicale et les zones polaires, dans lesquelles la dynamique de l'atmosphère n'est pas du tout la même que dans les zones tempérées. Et plus la dynamique est élevée, plus les évolutions sont fortes, et moins c'est prévisible. C'est-à-dire, par exemple, si je reviens sur la ZIC qui est ici, c'est une zone de marée barométrique, donc vous voyez, on est à 1008 sur quasiment toute la zone, là, 1010.
il se passe rien en fait. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de truc, donc c'est le fameux poteau noir que les marins connaissent très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, l'eau est chaude, la pression est stable, donc il n'y a pas de cisaillement, il n'y a pas de sable et d'air sec. La convection se développe de manière totalement libre. Donc c'est imprévisible. On ne peut pas prévoir où vont arriver les orages dans la ZIC. Il n'y a aucun modèle qui est capable de les prévoir. Donc si on prend ce petit exemple-là très localisé, on va pouvoir l'étendre un petit peu. Donc on a des limites à nos capacités à prévoir les interactions entre les hautes et les basses pressions en altitude et au niveau de la surface. D'accord ? Et d'autant plus, on a de plus en plus de mal à la prévoir que l'évolution climatique rend les choses plus difficiles. C'est-à-dire que ces modèles-là, lorsqu'ils ont été codés, le GFS, lorsqu'il a été codé, il n'a pas été codé dans l'esprit de voir arriver le réchauffement climatique. Il a fallu qu'on lui rentre ces variables-là. Il a fallu qu'on adapte les algorithmes pour qu'ils s'adaptent à ça. C'est ce que je disais encore il n'y a pas très longtemps sur Twitter. Les deux, on est parti pour que cette saison, on passe les 20 cyclones. Oh là, c'est le 18e, hein, donc il y est. On sait que derrière, on en a un autre qui va arriver, donc on va être à 19. On va être largement à 20, 22, 23 d'ici la fin de la saison. Donc on est dans des volumes là sur les dernières années qui sont énormes. Les 10 saisons les plus actives, les 5 saisons les plus actives ont eu lieu ces 15 dernières années. Enfin, c'est fou. Voilà, on est vraiment dans une évolution qui fait que ça va être de plus en plus difficile d'anticiper à longue échéance parce qu'on a une évolution climatique qui rend nos algorithmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles. Sur plusieurs périodes de pétole ou pas de vent du tout à Saint-Martin sont dues à la succession. Non, pas de succession de passage, c'est dû à ça en fait. Vous voyez, c'est ce que j'explique. Hein. Le vent en fait, c'est facile. Il est toujours parallèle aux isobars. Donc là, par exemple, vous avez des isobars très resserrés. Donc vous avez un vent qui va être fort de secteur sud. Là, il va être fort de secteur nord. C'est tout simplement que le vent est généré par les différences de pression. Mais comme là, ici, vous voyez, on a un marais barométrique en termes de pression, il n'y a pas d'isobar, il n'y a rien, il n'y a pas de vent. Voilà, tout simplement. C'est pas vraiment lié à ça. Alors oui, des fois, lorsqu'on a un système puissant qui approche, on a cette coupure du vent. C'est tout simplement que le système, quand il est ici et qu'il est gros, il limite, comme lui, il enroule les isobars autour de lui, forcément, il génère un petit peu de manque de lutte de pression un petit peu autour de lui, quand on s'éloigne de son influence. Pourquoi Guadeloupe Première prévient si tôt ? C'est leur choix. Moi, je ne juge pas le choix éditorial des médias. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, je pense qu'ils ont tort, mais c'est mon avis très personnel. Je pense que tant qu'on n'a pas suffisamment d'informations, on évite de s'avancer, en tout cas. Une petite idée des prévisions de vagues. Oui, alors là, par contre, oui, bien évidemment, hein, si on a un catégorie 3 qui se situe à 500 km au nord-est de l'arc antillais, la houle va être importante. D'accord ? Elle va être importante et énergétique. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes assez longues et avec des hauteurs de vagues assez élevées. Donc les surfeurs, ça va être le moment d'aller vous amuser. Tout en étant prudent, hein, quand même, parce que c'est pas de la rigolade. Voilà, continuons. Que penses-tu encore une fois une publication tirée par l'éruption volcanique ? Alors, j'en ai parlé en fait. Je pense que le problème vient du fait justement que là, pour le coup, les médias n'en ont pas parlé. Quand les médias ne se saisissent pas d'un problème et qu'ils n'expliquent pas et qu'ils ne font pas intervenir des gens compétents, on voit toutes les élucubrations apparaître. Donc j'ai fait un post qui a probablement été mal interprété quand je l'ai fait, parce que j'ai peut-être pas été assez détaillé quand je l'ai fait, mais il était quand même très détaillé, le thread. C'est-à-dire que j'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi les médias ne s'emparaient pas de cette question-là et ne donnaient pas une information. Parce que d'abord, d'une part, parce que on est en face, donc d'une manière ou d'une autre, on peut être concerné.
Le risque d'un méga tsunami, c'est bien entendu très farfelu, on est bien d'accord, c'est pas la question. Mais le risque d'avoir un petit effondrement d'une petite partie du volcan qui crée ne serait-ce que 50 cm de vagues là, ça peut avoir des conséquences sur certaines zones dans la Caraïbe qui sont pas négligeables. Des zones comme Maero par exemple ou d'autres choses peuvent être vite submergées par des petites vagues comme ça, mais très énergétiques. Donc c'est pas anodin. C'est un petit risque, il est très faible, mais il existe. Et en parlant pas, les médias, en fait, ouvrent la voie et la porte à ce que tout le monde dise n'importe quoi. D'accord. Donc, c'est vrai que j'ai eu un mot malheureux quand j'ai posté, c'est que j'ai dit que ça représentait un risque important pour nous. C'est pas un risque. Le risque important, c'est pas une vague haute, c'est une vague, quelle que soit sa hauteur. Parce qu'on a beaucoup d'îles dans la Caraïbe sont très mal protégées. On n'a pas que des îles volcaniques très hautes. Et donc, par exemple, si on prend la Barbade, par exemple, enfin, il ne faut pas qu'il arrive une vague de 1 mètre, hein, très forte sur la Barbade, parce que ça va faire mal. Donc c'est ça que je voulais dire en fait, et que c'est un risque et qu'il faut interviewer. On a aujourd'hui en Martinique des volcanologues qui sont hyper compétents, Martinique la première, ou les autres pouvaient très bien aller les interviewer par téléphone et leur demander leur avis, et point final, ils auraient dit ce qu'ils disent à chaque fois, qu'il n'y a pas de risque de gros tsunami, mais qu'il y a un risque parce qu'on sait que ce volcan n'est pas d'une stabilité absolue, voilà. Mais il y a autant de risques, il y a des risques pour un volcan en Dominique aussi, qui pourrait générer un problème en cas de grosse explosion ou de gros séisme. Donc voilà, c'est au même titre qu'un séisme, au même titre que d'autres choses. Ce sont des risques avec lesquels on vit. Il faut vivre avec, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'énerver avec, il ne faut pas psychoter et devenir paranoïaque. Mais plus on va en parler, et plus on va en parler sérieusement, plus on va pouvoir prendre conscience qu'il y a un risque, mais qu'il n'est pas aussi violent que ça. Et moins les gens qui racontent n'importe quoi vont continuer à raconter n'importe quoi. Sur le thread que j'ai fait sur Twitter avant-hier sur le sujet, j'ai listé un petit peu l'évolution dans le temps des études qui ont été faites. Donc notamment des essais en bassin depuis 2001 qui ont été faits avec des variables assez farfelues qui tenaient pas compte de beaucoup de choses sur l'évolution de tsunami et qui ne prenait pas en compte différentes valeurs de volume de matière qui pourraient être déstabilisées sur le volcan. C'est-à-dire la première étude de 2001, la fameuse étude Ward, estimait que la totalité de la montagne allait s'effondrer. Donc bien sûr, ça crée une vague de 100 mètres, mais ça arrive une fois tous les 10 000 ans ou 100 000 ans. Donc c'est pas la question. Mais que une part très faible mais non négligeable du volcan tombe dans l'eau, bah oui, ça va nous impacter d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être pas de manière importante, mais ça peut ne serait-ce que venir abîmer la barrière de corail sur les côtes au vent. Ça paraît rien, mais c'est des emmerdements pour des décennies derrière. Donc c'est pour ça que je dis que c'est intéressant qu'il faut que les médias s'emparent de ce type d'informations, parce que ça évite qu'on parte dans des élucubrations dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'était... Il y a déjà un système en route que l'on voit plus bas. Oui, alors bienvenue au mois de septembre, fin septembre en Martinique, hein, sur l'arc antillais. Oui, il y a un petit peu d'agitation si on regarde sur l'image satellite large de l'Atlantique. Vous allez voir que c'est un peu... même sur l'Est Atlantique, on va aller voir, voilà. Vous allez voir que c'est quand même bien chargé, en fait, en sortie d'Afrique. Et qu'on va avoir de quoi se poser des questions et discuter dans les jours et dans les jours qui viennent, parce qu'il y a d'autres choses, vous voyez. Il y a une grosse agitation, dans cette zone-là. Et alors, il y a une déformation qui est due au fait que le satellite qui fait cette image, en fait, il est beaucoup plus à l'ouest, donc cette zone-là est très déformée. Mais oui, vous voyez, on a quand même des zones de convection assez denses. Vous voyez, ça sort au fur et à mesure. Donc il va y avoir un petit peu d'agitation. Il n'est pas impossible qu'on ait d'autres systèmes qui viennent se mettre là. En termes de moyens humains et financiers, connais-tu la différence entre les modèles Euro GFS et les répercussions sur la fiabilité? Non, en termes de moyens, c'est les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre, donc les moyens sont à peu près équivalents, qu'ils soient humains, qu'ils soient technologiques ou qu'ils soient financiers, donc ça ne justifie pas la fiabilité de données. Ce qui est sûr, c'est que les Américains sont beaucoup plus concernés
par la réalité des cyclones en Atlantique que les Européens. Les Européens n'ont pas à faire face à à des impacts réguliers pendant la saison cyclonique de cyclones sur leur territoire, en dehors des îles européennes, dans les Antilles ou dans la Caraïbe, mais c'est microscopique. Il faut savoir que quasiment 30 à 35%, je crois, des cyclones qui naissent en Atlantique touchent d'une manière ou d'une autre les États-Unis. Donc eux, ils sont directement... C'est ce que j'ai expliqué, s'ils envoient des avions dans les systèmes au large de l'arc antillais, c'est pas pour nous faire plaisir, hein, faut pas rêver, hein, c'est pas des philanthropes, hein. C'est juste parce qu'ils ont besoin de savoir ce qu'il en est pour leur territoire à eux. Et que plus ils vont les voir tôt, et plus ça leur permet d'anticiper et d'alimenter les modèles avec des données récentes, fraîches et fiables. Donc voilà, tout ce qu'ils font, tout ce que fait le NHC, c'est pas pour nous aider, c'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est pas parce que ci ou parce que là. C'est juste parce qu'ils en ont besoin en fait. Et on bénéficie de ça. Notre position par rapport au continent américain et aux USA sur la route des cyclones fait que on bénéficie à fond de tout leur travail de recherche sur le sujet. On a de la chance, hein, parce qu'on aurait une immense zone désertique à la place des États-Unis. Personne ne se préoccuperait des cyclones qui arrivent dessus, et on n'enverrait pas des avions, on n'enverrait pas des sondes, on n'aurait pas des satellites qui scrutent en permanence l'Atlantique dans tous les coins. Ça serait bien plus compliqué, bien plus compliqué. Est-ce qu'il y a une chance que cette dépression passe en ouragan sur les Antilles? Écoutez, allez voir Alors, d'une part, je ne réponds pas à ce genre de questions, parce que je ne fais pas de prévision. Et d'autre part, regardez le replay qui sera sur YouTube dans pas longtemps, et vous aurez la réponse à ce genre de choses. Nous sommes à Saint-Barth sur un bateau. Selon la direction du phénomène, nous envisageons de descendre en Guadeloupe. Pouvons-nous nous baser sur votre live de vendredi soir? Vous ne basez pas sur mon live, basez-vous sur les infos du NHC qui, vendredi soir, sera l'organisme à écouter à partir de ce moment-là. Moi, je fais de la vulgarisation, je ne vous donne pas d'informations, et ne vous appuyez pas sur... C'est ce que je dis toujours, hein. Moi, c'est de la vulgarisation, c'est du loisir. Ne vous appuyez pas sur ce que je vous dis pour prendre des décisions vitales pour vous ou pour votre matériel. Je pense qu'il doit y avoir des accords entre eux. Oui, mais bien sûr qu'il y a des échanges entre les deux, bien évidemment. Je ne parlais pas de ton post, Olivier, mais d'un autre avec des images beaucoup plus fluides. Oui, mais j'ai bien compris, hein. J'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas de mon poste, mais j'ai parlé de mon poste parce que j'ai eu des discussions un petit peu houleuses avec certaines personnes sur le sujet. Et quand je l'ai relu, je pense que j'ai fait j'ai pas été très efficace dans la rédaction de mon poste. Voilà. Alors, qu'est-ce que cyclone haut ou devant? Je ne comprends pas la question. Voilà. Merci pour vos analyses. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'ai répondu à peu près toutes les questions. Donc je vous remercie, vous avez été nombreux. Beaucoup sont partis parce qu'ils étaient intéressés, je le comprends tout à fait, par la question sur l'évolution de cette dépression. Mais vous êtes encore 200 qui avaient tenu le coup à venir rester sur des explications un peu plus techniques et tout. Donc ça m'encourage parce que finalement, ça me dit que pas mal de personnes sont intéressées par cette approche un petit peu scientifique des choses, et essayer de comprendre le pourquoi. Et donc, ça va me permettre de continuer à faire ça et d'aller un petit peu plus loin et de continuer à vous faire partager à la fois une passion, parce que moi, ça fait 20 ans, peut-être même plus, que je m'intéresse au cyclone, à la genèse cyclonique et à la météo. Et puis, voilà, essayer de vous apporter des réponses pour que vous puissiez vous construire vous-même votre propre avis. En fait, c'est ça qui est important. Quand on parle des posts débiles, comme j'ai parlé en début du live, plus vous aurez la capacité de comprendre ce qui se passe, plus vous aurez la capacité de juger que ces posts sont débiles, en fait. C'est ça. C'est par la connaissance qu'on avance, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous. C'était vraiment très cool. Plus pas mal de questions. N'hésitez pas, hein, franchement, c'est le but, hein. Ça dure un petit peu plus longtemps, mais c'est pas important, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de truc. Donc voilà, si vous n'avez pas posé des questions, venez me les poser sur Twitter, je répondrai avec plaisir. Voilà, si vous me suivez sur Facebook, ne postez pas de commentaires sur ce qui est posé, parce que je les lis pas, je n'y suis plus, donc ça sert à rien. Voilà.
si le cyclone était plutôt chargé de beaucoup d'eau. Là, pour l'instant, vous voyez, la convection, c'est les zones les plus sombres. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une convection qui est encore très, très développée, mais ça va se renforcer dans les jours qui viennent. Plus il va se renforcer, plus la convection va se renforcer, et plus il y aura de l'eau à l'intérieur. Voilà. Bon ben voilà, je vais poster le replay sur YouTube, donc ceux qui ont raté le début vont pouvoir y aller d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Et puis après, vous savez quoi, je vais prendre une bière et puis profiter d'un petit peu de la vie et on va se faire un petit repas un petit peu sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et rendez-vous vendredi soir donc pour le prochain live sur ce même système. Allez, bonne soirée à tous, à vendredi.